à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Santé et Vie. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte merveilleusement bien. On se retrouve encore pour sauver une vie, pour parler de santé, mais aussi pour vous parler de tout ce qui dérange un peu votre santé par-ci, par-là. Je vais vous laisser avec cet état des lieux. On se retrouve juste après. En République démocratique du Congo, l'endométriose reste une maladie encore trop peu connue, malgré son impact réel sur la vie des nombreuses femmes. On estime qu'environ une femme sur 10 en âge de procréer peut en souffrir, mais la majorité des cas ne sont pas diagnostiqués. Cette situation s'explique en grande partie par les manques d'informations, tant au niveau du public que dans certains milieux médicaux. Dans la société congolaise, les règles demeurent un sujet souvent entouré de silences et de tabous. Beaucoup de jeunes filles grandissent en pensant que souffrir pendant les menstruations est normal. Face à cette réalité, il devient urgent de briser les silences autour de l'endométriose. En RDC, informer, sensibiliser et former sont des étapes essentielles pour améliorer les diagnostics et la prise en charge. Et reconnaître que la douleur menstruelle intense n'est pas normale est déjà un premier pas vers une meilleure santé pour les femmes congolaises. De retour sur ce plateau, j'espère que vous avez eu, grâce à l'état des lieux, l'idée générale de ce dont nous allons discuter ce soir. Alors, comme sujet du jour, c'est endométriose en RDC entre silence, retard de diagnostic et défi d'accès aux soins. Où en sommes-nous aujourd'hui? Et pour ce soir, Santé et Vie reçoit pour vous le docteur Emmanuel Nzaou, qui est bien sûr aussi professeur en gynécologie à l'université de Kinshasa. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Bienvenue sur notre plateau. Je suis très content d'être là. Alors avec vous docteur, aujourd'hui nous allons parler de l'endométriose. Déjà en entrée des lieux, qu'est-ce que l'endométriose et pourquoi est-elle souvent mal comprise en RDC? Alors l'endométriose c'est une maladie qui reste longtemps, on l'appelle pour cela chronique dans la vie des femmes. Ça touche les femmes lorsqu'elles ont leurs règles de manière générale. Et c'est le fait que la couche qui donne les règles, qui normalement se trouve à l'intérieur de la matrice, cette couche-là qui se dégrade légèrement lorsque les femmes ont leurs règles, cette couche-là peut se retrouver à un autre endroit de l'organisme, ça peut être à l'intérieur du ventre ou théoriquement partout. Alors quand ça se retrouve à cet endroit-là et que c'est à la base de manifestations, c'est ce qu'on appelle endométriose. Alors vous avez parlé de règles dans vos débuts. C'est quoi déjà cette différence entre les douleurs normales des règles et les douleurs d'endométriose en soi? Oui, l'endométriose peut entraîner effectivement des douleurs des règles, mais ce n'est pas les seuls types de douleurs que la maladie entraîne. Mais les douleurs de l'endométriose, lorsqu'on parle des règles, ce sont des douleurs qui vraiment changent la vie des femmes. C'est vrai qu'il y a de l'endométriose qui peut aussi être là sans qu'il y ait des douleurs des règles, mais lorsqu'elles sont là, ces douleurs, elles sont généralement des survenues assez précoces dans la vie de la jeune fille. Et généralement, ça s'aggrave avec le temps. Et ça va jusqu'à ne plus permettre à la fille d'être fille et puis femme après, parce que ça va beaucoup avoir un impact sur sa vie à l'école, à l'université, au travail. Quand on a ces genres de douleurs, on peut penser à l'endométriose parce que ça dérange vraiment. Oui. La troisième question sera de savoir pourquoi le diagnostic en soi de la maladie prend souvent plusieurs années. Oui, effectivement, c'est un problème que les diagnostics prennent plusieurs années et ça, c'est pas seulement en RDC, c'est un problème au niveau mondial. Tout simplement parce que la maladie, il y a plusieurs explications bien sûr. La première, la plus simple, c'est que la maladie n'était pas très connue il y a quelques décennies et depuis quelques années, les gens se sont décidés de se lever pour faire connaître la maladie parce on s'est rendu compte que ça faisait souffrir beaucoup de femmes, mais aussi d'autres raisons du fait que la maladie repose sur certains soubassements qui sont un peu tabous dans beaucoup de cultures. Ce sont les règles. Les femmes n'aiment pas parler des règles, mais l'endométriose va déranger les règles et donc les femmes vont garder ça, elles vont souffrir en silence. Et d'ailleurs, dans nos cultures, les femmes ont été assez poussées à être résilientes, donc supporter la douleur parce qu'elles auront des douleurs d'accouchement. Pourquoi pour les règles, ça fait déjà un problème. Donc du coup, on a gardé ça dans notre culture et on considérait cela comme étant tabou. Et après, ça va toucher des problèmes d'intimité, les rapports intimes qui vont faire mal. Elles ne vont pas en parler. Des problèmes de conception, elles vont peut-être être stigmatisées si elles en parlent. Et donc, le fait que la maladie repose sur des phénomènes, si on peut le dire ainsi, qui sont un peu tabous, dont on ne parle pas souvent, alors ça a contribué à garder la maladie un peu silencieuse. Oui. Et quels sont les obstacles spécifiques qu'on rencontre dans notre pays pour diagnostiquer la maladie en soi?
Alors, le premier obstacle, c'est déjà le fait de connaître un peu ou d'avoir une information et aller consulter. Beaucoup de femmes vont souffrir dans les communautés et ne vont pas aller forcément consulter pour ces genres de problèmes parce que sa mère lui dira déjà non, c'est normal qu'une femme souffre, alors que la réalité, c'est que les douleurs, les règles ne devraient pas être douloureuses au point de faire vraiment souffrir une femme. Et après, c'est associé à un certain coût d'aller voir quelqu'un qui connaît la maladie et qui va vraiment prendre en charge la maladie comme il faut. Donc c'est un certain coût et nos populations sont souvent assez pauvres. Mais après, il y a le fait de douleurs qui vont peut-être traîner pendant longtemps et les femmes vont passer d'un médecin à un autre et ça va prendre beaucoup de temps. Okay. Autre chose, ce sera les signes qui doivent alerter une femme ou une fille à savoir que les douleurs que j'ai, ce ne sont pas des règles simples, mais c'est l'endométriose. Quels sont ces signes d'alerte? Oui, l'endométriose, comme on a dit, c'est le fait que cette couche-là se retrouve à un autre endroit. Le premier des signes, comme on a dit, ça peut être des douleurs, mais pas que des douleurs, des règles. Ça peut être des douleurs au moment où la femme va aux grands besoins ou aux petits besoins. Ça peut être des douleurs pendant des rapports intimes ou ça peut être des douleurs qui vont s'installer et être là tout le temps. Si ces douleurs-là deviennent, comme on dit, débilitantes, ça veut dire que ça empêche à la personne de vivre sa vie normalement. Ça peut faire penser à l'endométriose, mais il n'y a pas que des douleurs. Parfois, ça peut être associé, comme je l'ai dit tantôt, à des problèmes de conception. Les femmes vont avoir du mal à avoir des grossesses, à démarrer des grossesses. Mais aussi, ça peut être le fait qu'une femme, pendant ses règles, constate un phénomène qu'elle ne voit que pendant les règles et ce phénomène disparaît après les règles. Ça peut être beaucoup de choses, par exemple, que pendant les règles, l'œil devient vraiment rouge. Et puis après les règles, l'œil redevient tout à fait normal. Il faut penser à l'endométriose ou une femme qui va faire le petit besoin et qui voit du sang pendant les règles venir aussi par les voies urinaires. Il faut qu'elle se dise ça peut être l'endométriose ou alors un saignement à n'importe quel endroit. Parfois, c'est souvent au niveau du nombril. Les femmes vont saigner au niveau du nombril pendant les règles. Tous ces phénomènes-là peuvent faire penser à l'endométriose. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il existerait des structures comme ça qui luttent ou militent contre cette maladie? Il y a quelques structures. On parle d'ONG, par exemple, qui sont en train de travailler sur la maladie pour qu'elle soit connue et que sa prise en charge s'améliore. Et c'est l'occasion de dire bravo à ces structures qui, jusque-là, malheureusement, ne sont pas suffisamment soutenues, mais je pense que ça va changer. Mais il y a aussi certains spécialistes qui s'intéressent de plus en plus et qui peuvent aujourd'hui, je crois, à Kinshasa, mais en République démocratique du Congo, de manière générale, dans les grandes villes, il y a certains prestataires qui s'intéressent de plus en plus et qui peuvent prendre en charge des malades. Ouais. Étant docteur, vous pensez qu'à quelle fréquence cette maladie handicape la vie des jeunes filles aujourd'hui? Ce sera difficile de le dire pour notre pays parce que ça suppose qu'on ait eu des données venant de la communauté. On n'en a pas beaucoup. Mais on pense que chez des femmes, par exemple, qui présentent des problèmes de conception, jusqu'à la moitié de ces femmes, 4 femmes sur 10 ou 5 femmes sur 10 pourraient avoir l'endométriose. Et lorsqu'il y a des douleurs, par exemple, ça peut aller de 3 femmes sur 10 à 7 femmes sur 10, quand surtout ces douleurs-là sont très, très sévères. Donc, ça peut impacter la vie lorsque vous avez des douleurs, lorsque vous avez des problèmes de conception. Ce sont des femmes qui vont avoir des retentissements psychosociaux. Ce sont des femmes qui vont avoir un caractère un peu difficile dans la communauté, qui vont se retrouver souvent seules parce qu'on leur a dit que parfois cette douleur était dans la tête alors que c'était vraiment sur un soubassement physique réel. Voilà. Autre chose, ça sera quel traitement est disponible aujourd'hui dans notre pays contre l'endométriose ou qu'est-ce que ces femmes qui viennent bien sûr chez vous reçoivent comme conseil ou traitement après? Alors en termes de traitement, il y a beaucoup de choses. C'est quand même un traitement qui est assez complexe et c'est le cas de le dire déjà d'emblée que ce traitement dépend d'une femme à une autre. Mais de manière générale, on pourra utiliser des médicaments contre des douleurs. Parfois, on va jusqu'à utiliser des hormones pour gérer les règles, donc bloquer les règles et de ce fait-là, diminuer les douleurs parce que les douleurs sont rattachées essentiellement au fait que la femme ait des règles. Et ça peut aller jusqu'à des traitements un peu plus complexes qu'on donne dans certains cas d'épilepsie juste pour gérer des douleurs au long cours. Mais les traitements peuvent aussi concerner des problèmes de conception. Ça fait partie des traitements qu'on peut administrer à ces femmes. Mais il y a beaucoup d'autres traitements, jusqu'à la méditation, jusqu'à des traitements un peu
de la paramédecine, donc on utilise des substances naturelles, ainsi de suite, ouais. Beaucoup de traitements. Ouais. Excusez-moi, jusqu'au fait de gérer vraiment les douleurs, il y a des gens qui sont spécialisés juste dans la gestion des douleurs. Okay. Ils utilisent parfois des méthodes physiques, rayons infrarouges, ainsi de suite. Ouais. Mais est-ce qu'une femme qui a l'endométriose aujourd'hui et qui se fait suivre par un médecin, est-ce qu'elle a la chance d'avoir des enfants après? Ouais, pour être tout simple, oui, les femmes qui ont l'endométriose peuvent avoir des enfants, soit de manière naturelle, ou alors avec lorsqu'on a utilisé des technologies un peu avancées, par exemple de fécondation in vitro. Oui, il y a beaucoup de femmes qui ont l'endométriose qui ont des enfants aussi. Ouais. Vous avez parlé tantôt de tabou, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à venir précisément pour parler de ce qu'elles ont comme problème. Mais comment briser ce tabou? Parce qu'on sent que cette maladie, au fur et à mesure qu'on se tait, elle prend plus de l'ampleur. Et comment faire pour briser ce tabou? Absolument, beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Premièrement, c'est dans la sensibilisation. Peut-être que je n'ai pas le droit de le dire, mais ce n'est pas si grave. Nous avons, par exemple, en ce qui concerne notre structure comme ONG, réalisé un documentaire sur ça, réalisé un clip vidéo sur ça pour sensibiliser. D'autres structures aussi travaillent dans ça. Elles vont dans les écoles, elles vont dans les églises. Comme maintenant, merci pour cette émission qui contribue aussi à cette sensibilisation-là. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Mais après, il faut renforcer les compétences ou les capacités des médecins qui vont prendre en charge ces femmes. Il faudrait qu'on en parle de plus en plus pour que finalement les femmes qui souffrent sortent de leur silence. Parce que le fait que les communautés comprennent la maladie ou les familles comprennent la maladie, c'est déjà un début de traitement. Nous avons eu par exemple des retours lors des sensibilisations, des femmes qui nous ont dit, ou des filles, voilà, merci beaucoup parce qu'aujourd'hui mon père a un autre regard sur moi. Okay. Le fait qu'il ait pensé que j'étais en train d'exagérer, ça m'affectait aussi. Le fait que ma mère maintenant comprenne que je souffrais vraiment d'une maladie qui était réelle, ça change beaucoup déjà pour un départ. Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui peut-on vivre normalement avec l'endométriose? Aujourd'hui, oui. Le rôle du médecin, justement, qui prend en charge une femme qui souffre de l'endométriose, c'est de lui donner une qualité de vie acceptable. Et ça peut, oui, ça peut arriver qu'une femme ait de l'endométriose, mais mène sa vie plus ou moins normalement. Oui. Et quels conseils pratiques pouvez-vous donner à toutes ces femmes pour soulager leur douleur? Alors, conseil, c'est que d'abord, il ne faut pas rester seul dans sa chambre lorsqu'on a des règles, lorsque ça dérange vraiment. Il faut consulter un médecin. Et si vous n'êtes pas très satisfait sur les soins d'un médecin, parfois vous pourrez même être amené à souffler le problème. Docteur, est-ce que ce n'est pas cette maladie-là? C'est ce que nous recommandons régulièrement. Et parfois, le médecin peut peuvent avoir une idée de poursuivre sur la voie et peut-être découvrir la maladie. Mais après, ce n'est pas une fatalité. L'endométriose n'est pas une fatalité. On peut vivre avec ça. Et heureusement que lorsque les femmes arrivent à la ménopause, c'est un peu tard dans la vie, mais lorsqu'elles arrivent en ce moment-là, la maladie peut s'éteindre, dans le sens où les symptômes peuvent s'atténuer ou dans certains cas disparaître totalement. Autre chose, ça sera, vous avez parlé qu'une personne pouvait vivre normalement en ayant l'endométriose, avoir des enfants aussi bien sûr, mais qu'est-ce que vous allez recommander à ces parents-là qui ont des enfants qui font face à ces genres de douleurs? Oui, déjà que les parents doivent savoir que les règles ne devraient pas faire mal au point d'empêcher à la fille de faire la vaisselle, de nettoyer à gauche, à droite, d'aller à l'école ou encore un peu plus tard à l'université. Donc, lorsque les parents constatent un problème comme celui-là, il ne faut pas qu'ils se disent tout simplement « c'est normal, ça va passer ». Certaines douleurs peuvent passer effectivement lorsque les femmes ont des enfants, mais d'autres, par contre, et c'est le plus grand groupe, d'autres douleurs ne passent pas et les femmes vont continuer à avoir ces douleurs pendant toute leur vie. Et malheureusement, lorsqu'elles traînent longtemps avec les douleurs, ça les affecte profondément et ça les affecte parfois pour des bons. Donc c'est de se dire d'abord que c'est pas normal, de prendre la route vers l'hôpital, de voir un médecin, parfois de suggérer ça, de suggérer, comme j'avais dit aussi pour la patiente, de suggérer le diagnostic pour que le médecin cherche et exclut que c'est par exemple pas l'endométriose. Et ça, c'est le rôle déjà des parents. Et déjà, pour aller consulter un médecin, quand on ressent ces genres de douleurs, on va directement voir un gynécologue ou on peut voir un médecin en entretemps avant d'avoir un diagnostic exact? Oui, vous voulez parler d'un généraliste par exemple. Bon, c'est difficile que toutes les patientes voient les gynécologues. C'est même un des points sur lesquels on doit insister. Tout médecin devrait être capable de faire face à ce genre de problèmes, du moins au début.
Et après, oui, effectivement, il y a des gens qui sont plus intéressés, qui sont tout le temps dans ça. Ils vont avoir certainement plus de regard, plus d'apport par rapport à la maladie. Mais regardez, il y a les spécialistes, c'est dans les villes, généralement. Pourtant, l'endométriose peut toucher des femmes qui sont au village. Elles ne vont pas voyager jusqu'à Kinshasa ou à Lubumbashi ou dans les grandes villes pour trouver un spécialiste. Donc, les médecins, de manière générale, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, devraient être sensibilisés et devraient avoir la puce à l'oreille chaque fois que les femmes présentent les symptômes et pouvoir les suivre jusqu'à un certain niveau. J'espère que pour toutes ces femmes qui nous suivent ce soir, cela vous aide un peu à comprendre non seulement votre organisme, mais à comprendre que toute douleur dans votre corps ne doit pas être une douleur à négliger. Alors docteur, on fait honneur à nos téléspectateurs, bien sûr, dans notre émission, en leur donnant un espace où ils posent des questions. La rubrique c'est « Dis-moi docteur », on revient juste après. Bonjour docteur, j'ai mal pendant mes règles. Est-ce forcément une endométriose? Tout d'abord, il ne faudrait pas qu'ici les gens partent avec l'idée que Sokozo Kaba douleur n'a pas ventre et Zaka endométriose. Il y a des douleurs qui peuvent être liées à d'autres maladies. Par exemple, si une femme a aussi la infection ou alors n'a pas myome, peut écouter sa douleur pendant les règles. Et donc, non, toute douleur pendant les règles, ça ne veut pas dire l'endométriose. Et je n'aimerais pas qu'ici les gens commencent à poser des diagnostics dans leur chambre. Voilà. Donc, j'ai des douleurs, donc j'ai l'endométriose. Et tel avait pris les médicaments, je prends. Non, l'endométriose peut donner des douleurs. Et d'autres maladies aussi peuvent donner des douleurs. Et c'est mieux d'aller se faire examiner par un médecin. Et c'est le médecin qui pourra dire oui ou non si c'est l'endométriose. Bonsoir docteur. Moi j'ai une préoccupation. Est-ce que l'endométriose peut guérir totalement? Alors, je vais peut-être disséquer la question. Pour parler de guérison en termes de la maladie qui n'existe plus, non. C'est un peu comme l'hypertension, c'est un peu comme le diabète. C'est difficile de dire que j'avais le diabète, maintenant je suis guéri. Mais on peut vivre sa vie normalement, sans une élévation du taux de sucre, ainsi de suite. Mais le diabète reste toujours là-bas. Si on change de comportement, ça peut toujours revenir embêter. L'endométriose, c'est aussi ça. Puisqu'il y a un soubassement qui est vraiment attaché à la personne elle-même, ce sera difficile de guérir totalement. Ça, c'est sur le plan de la maladie. Mais de ces symptômes, oui, on peut s'en débarrasser totalement, soit après un traitement, lorsque la réponse est bonne, soit qu'on a donné des traitements à boire ou des médicaments à boire, ou alors qu'on a opéré, parce que dans certains cas, on peut opérer. Les femmes peuvent vivre leur vie normalement sans douleur et même avoir des enfants. Mais aussi, lorsque la femme arrive à la ménopause et que les règles partent, plusieurs femmes vont être, entre guillemets, guéries dans le sens où il n'y aura plus de symptômes, mais la maladie reste là. Il n'y aura plus de symptômes, mais la maladie reste là. Il n'y aura plus de manifestations, mais la maladie reste là, oui. Est-ce que cette maladie peut être fatale? Alors, de manière directe, l'endométriose n'est pas fatale au point où ce n'est pas un cancer, ce n'est pas une maladie qui vous tue directement. Mais il faut faire attention. L'endométriose peut amener certaines complications qui, elles, peuvent amener à la mort. Je donne un exemple. L'endométriose, lorsqu'elle a beaucoup évolué localement au niveau du bas-ventre de la femme, ça peut aller jusqu'à boucher ou comprimer les tuyaux qui amènent les urines depuis les reins, qui sont un peu vers nos régions lombaires ici, jusqu'au niveau de la vessie, qui est notre réservoir avant d'aller uriner. Si ces canaux-là sont un peu obstrués, sont comprimés, les reins vont souffrir. Et les reins peuvent souffrir en silence, jusqu'au point où la personne va développer ce qu'on appelle une insuffisance rénale. Et cette insuffisance rénale peut plus tard amener à la mort. Tout comme l'endométriose peut entraîner un blocage au niveau des intestins. Et la personne va avoir très très mal pour être opérée et les complications peuvent arriver et la personne peut mourir de ça. Et enfin, dans certains cas d'endométriose qui touchent surtout les ovaires, où on a des kystes au niveau des ovaires, mais des kystes liés à l'endométriose, il y a quand même un pourcentage de ces kystes-là qui peuvent devenir un cancer. Mais c'est vraiment un très faible pourcentage de ces kystes qui peuvent devenir un cancer lorsqu'on a cette endométriose au niveau ovarien, au niveau des ovaires. Et ça, oui, ça peut aussi entraîner la mort. Mais vous voyez que c'est de manière toujours indirecte. Ouais. Alors, docteur, vous avez parlé un peu tout au début de ces femmes qui sont dans les milieux un peu éloignés des villes, qui n'entendent pas souvent parler
de la sensibilisation sur l'endométriose. Et ces femmes, par ailleurs, quand elles ont ces genres de douleurs, elles préfèrent aller voir des praticiens parce que déjà en amont, il y a des médecins qui disent que cette pratique-là n'est pas bonne, elle est contre la médecine en soi. Et ces femmes arrivent à trouver des solutions comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette pratique? C'est tout simplement la désinformation autour de la maladie ou tout simplement elles ne sont pas conscientes qu'elles ont l'endométriose quelque part? Alors, pour commencer, je pense que moi, je ne serais pas aller jusqu'à dire que ce n'est pas une bonne pratique, la médecine traditionnelle, parce que la médecine traditionnelle trouve beaucoup de solutions dans beaucoup de situations. Elle doit être tout simplement encadrée. Et d'ailleurs, aujourd'hui, au ministère de la Santé, il y a toute une entité qui s'occupe de ça. Donc, la médecine traditionnelle contribue à la pratique de la médecine de manière générale. Mais dans chaque domaine, comme en médecine moderne ou en médecine, il y a ce qu'on appelle un peu des charlatans, qui inventent des choses, qui disent n'importe quoi. Parfois, ces femmes-là vont voir ces personnes-là et ces personnes vont avoir des histoires derrière, que c'est un serpent qui est dans le ventre, par exemple, qui va en même temps donner des douleurs ou qui va bouffer les enfants qui sont dedans. C'est ce qui fait que les femmes vont avoir des douleurs et vont avoir des problèmes de conception. Et on appelle ça nyokankao. Ces genres de récits sont présents dans nos communautés depuis très très longtemps. Il ne s'agit pas d'un serpent, lorsqu'il s'agit de l'endométriose bien sûr. Les femmes ont ces gargouillements au niveau intestinal, surtout au moment des règles, parce qu'un peu de sang va passer dans le ventre et parfois les intestins sont irrités et ça va beaucoup bouger. Et en pensant à comment ça bouge, on pense que c'est un serpent qui est à l'intérieur, mais ce n'est pas un serpent. C'est peut-être des informations, mauvaises informations. Oui, ça mélange un peu tout ça. Mais parfois, pas toujours, mais parfois, il s'agit bien de l'endométriose. Mais est-ce que ces structures qui militent déjà pour sensibiliser sur l'endométriose, est-ce qu'il arrive que ces structures-là arrivent aussi dans ces coins reculés? Oui, absolument. Par exemple, vers l'intérieur du pays, il y a certaines structures qui vont sensibiliser. Mais l'avantage aujourd'hui, c'est l'Internet, ce sont les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux, on arrive à l'intérieur sans y être présent physiquement. Et dans ces structures, pour la plupart, ont des chaînes YouTube, des pages Facebook. Et oui, la sensibilisation se fait jusqu'à l'intérieur du pays. Rarement, on se déplace, mais vous voyez, un déplacement juste pour ça a un coût qui n'est toujours pas accessible assez facilement. Parlant de pratiques culturelles entre endométriose et serpent, vous pensez, étant médecin, que c'est psychologique ou c'est tout simplement une façon d'attirer les patients de l'autre côté? Non, c'est pas psychologique. Je pense que ce sont des interprétations. Vous savez, dans nos cultures, généralement, c'était des interprétations liées au bon sens ou quelque peu à un rattachement ou une analogie. C'est un peu comme on dit que quand la femme prend beaucoup d'argile, l'enfant va sortir avec beaucoup de couches de... Oui. Donc on fait un rapport avec ça. Le fait de manger les arachides, ça améliore beaucoup de choses et tout. Ça peut être vrai, mais parfois ce n'est pas forcément ça. Mais les gens ont réfléchi, ont pensé et ils ont dit que c'était ça. Le fait que les femmes aient ressenti comme si des choses bougeaient à l'intérieur de leur ventre, lorsqu'elles ont donné certainement, j'imagine, je n'étais pas là quand elles le faisaient, mais j'imagine, lorsqu'elles ont donné ces plaintes-là auprès de ceux qui étaient là un peu comme guérisseurs ou entre guillemets, ils ont pensé que c'était des serpents et voilà. Et c'est parti comme ça et on est resté avec. Nos maîtres qui nous ont formés ont vécu ces histoires-là dans les consultations. Et parfois, il y a même des femmes qui reviennent vous dire « Non, mais je suis allé chez le tradipraticien pour qu'on m'enlève ce serpent-là, le nyokankao, qui me bouffe les enfants et qui me fait souffrir en termes de douleur. » Et après, quand vous allez faire d'autres bilans, vous allez vous rendre compte que c'est effectivement la maladie qui est de l'endométriose. Donc, je pourrais dire que c'est peut-être le fait de ne pas avoir les informations qu'il faut qui nous fait donner une explication à ce qu'on ne comprend pas, tout simplement. Ouais. Et qu'est-ce que vous pouvez dire déjà en soi à toutes ces filles qui souffrent aujourd'hui d'endométriose, qui sont à la maison, et aux mamans? Parce que c'est vrai que quand on a nos premières règles, c'est pas chez papa qu'on va directement. Ouais. Quand on a des soucis, c'est à maman qu'on les dit. Alors qu'est-ce que vous pouvez donner déjà comme conseil aux mamans et aussi à ces filles qui souffrent d'endométriose? Oui, vous savez, madame, dans beaucoup de pays, on s'est bien rendu compte que le fait d'informer les parents, ces mamans généralement,
et puis après le papa, parce qu'ils vont tous souffrir de ça. Le fait d'informer ou le fait de sensibiliser la maman, ça a un impact important dans la recherche de soins. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il se passe jusqu'à 10 ans d'errance médicale. Ça veut dire que du moment où la fille a commencé à avoir des douleurs jusqu'au moment où finalement on diagnostique, où on pose le problème, on met le doigt sur le problème que c'est de l'endométriose, il peut s'écouler 10 ans. Ça veut dire 10 ans de souffrance, 10 ans de dépenses, 10 ans d'intervention, multiples parfois, 10 ans de problèmes psychologiques parce que finalement la fille se dit « Est-ce que je ne suis pas folle parce qu'on ne voit rien ?» Et le fait effectivement d'approcher les parents et de les sensibiliser, ça crée une différence. Et ces mamans doivent penser que la fille ne peut pas souffrir juste pour souffrir. Si elle souffre, il faut absolument chercher jusqu'à ce qu'on trouve de quoi elle souffre. Effectivement, dans beaucoup de cas, mais pas dans tous les cas, dans beaucoup de cas, ça peut être des maladies qu'on peut heureusement soigner, pas fatales, et on peut vivre bien avec cela, et ça peut être l'endométriose. Mais est-ce que, vu que vous parlez de certaines formations, des tissus qui se fait en dehors des tissus des règles normales, est-ce qu'il serait possible de retirer la maladie? Oui, peut-être pas totalement, mais c'est ça l'objectif de la chirurgie. Lorsqu'il est indiqué que la fille ou la femme peut bénéficier d'une intervention chirurgicale, c'est aller à l'intérieur de son ventre généralement, mais ça peut être ailleurs, aller à l'intérieur de son ventre généralement, essayer de restaurer les choses parce que l'endométriose va beaucoup changer à l'intérieur, restaurer les choses, donc on dit restaurer l'anatomie, donc la bonne manière d'être de ces organes à l'intérieur, et enlever le plus possible de lésions qu'on peut enlever. Enlever, ça veut dire tout ce qu'on peut trouver comme tissu de l'endométriose, on peut enlever, mais parfois on n'est pas capable de tout enlever parce que ces tissus-là vont être sur un nerf, vont être sur un organe noble, on ne peut pas y toucher et parfois on ne sait pas le faire. Mais les médecins qui sont formés pour prendre chirurgicalement ou opérer ces genres de cas savent qu'il faut faire l'optimum qu'on peut faire. Je ne dis pas maximum, mais l'optimum. Ouais. D'accord, nous sommes déjà à la fin de notre émission ce c'est allé soir. vite, hein. C'est allé vite, c'est comme ça parce qu'on dit les bonnes choses ne durent pas. Alors un dernier mot avant de rendre l'antenne. Oui, un dernier mot, c'est que l'endométriose, c'est une vraie maladie. Ce n'est pas quelque chose qui sort des têtes des personnes qui souffrent. Une vraie maladie qui fait vraiment souffrir. Et j'ai l'habitude de dire que l'endométriose, c'est l'ennemi du leadership féminin. Parce que la petite fille qui était joviale à 8 ans va s'éteindre comme une bougie vers 13, 14 ans et avoir une vie difficile. Elle va peut-être ne pas être performante à l'école, à l'université, au travail. Elle va peut-être être renvoyée de son travail, renvoyée de son mariage, divorcée donc, et elle va avoir des problèmes sérieux. Si on peut travailler ensemble pour arriver à donner un certain début de solution à ces filles très tôt, ça sera une très très bonne chose. Donc, les responsabilités sont partagées au niveau de la population de manière générale qui va nous suivre aujourd'hui. La douleur à la règle, ce qui ont dérangé vraiment ma cas, c'est eza lisanote. Sengeli kweba pourquoi la douleur en ezosala. Et parfois, mais pas toujours, et que aux l'endométriose, et minganga, lelo bazoeba de plus en plus comment prendre en charge cette maladie. Et aussi les médecins, quand vous voyez les signes, ne faites pas revenir pendant 5 ans une personne. Si possible, pensez à l'endométriose. Si vous pensez qu'il y a des limites, vous pouvez transférer vers des personnes qui peuvent le faire. Et enfin, à l'État, parce que c'est une maladie qui va finalement coûter beaucoup à la femme. L'idéal ou le rêve que personnellement je chéris, c'est qu'à un moment, que l'État, grâce à la couverture santé universelle, arrive aussi à prendre en charge ces femmes parce qu'elles vont souffrir de manière chronique, donc elles vont avoir besoin probablement de traitements vraiment au long cours. Parfois pendant 10 ans, elles vont être sous traitement. Et il y a très peu qui peuvent vraiment faire face à ça. Et le rôle du gouvernement dans cet apport-là, du diagnostic et aussi de l'accompagnement, il est vraiment très attendu. Voilà. Alors, merci beaucoup, docteur, d'être venu ce soir. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. J'espère que cette émission va vous aider à comprendre que quand vous avez une douleur qui est anormale, qui ne vous met pas à l'aise, il est nécessaire d'aller consulter un médecin. Et n'attendez pas qu'il soit tard, parce que quand vous allez consulter tard, vous êtes à risque de contracter d'autres maladies qui peuvent être fatales pour vous. Il est très nécessaire d'aller consulter un médecin bien avant, question d'avoir les soins appropriés bien
bien avant aussi. C'était un plaisir pour moi d'avoir été de vôtre ce soir. J'espère que ce plaisir a été partagé. On se retrouve bien sûr pour le prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Et retenez une chose, que la santé n'a pas de prix. Il est très nécessaire de prendre soin de vous. Bye bye et à très bientôt.